Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, vous qui me suivez dans cet article beaucoup plus court que je viens vous présenter. Et merci d'être là avec nous. Enfin, je viens pour ce bref article vous présenter les propos d'un de nos compatriotes, un panafricaniste, un Congolais de sang, un Congolais patriote. Eh bien, je parle de la personne de Monsieur Patrick Mbeko. Il y a quelques jours, nous avons tous suivi une chronique qui nous a été présentée par Monsieur Alain Foka. Eh bien, la semaine passée, Monsieur Patrick Mbeko nous a donné une émission en live sur Facebook où il a essayé de décortiquer les déclarations de Monsieur Alain Foka. Eh bien, après ça, les déclarations de M. Patrick Mbeko ont été aussi commentées par-ci, par-là. Ces déclarations qui parlaient aussi de la fin du mythe Paul Kagame en Afrique noire. Chers frères, vous n'êtes pas sans les savoir, il y a une sagesse qui nous dit que le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Le temps, il aura fallu du temps, beaucoup de temps pour qu'elle triomphe enfin la vérité sur ce qui se passe dans l'Afrique de Grand Lac et beaucoup plus particulièrement en République démocratique du Congo, dans la zone est de ces pays. Il aura fallu du temps pour que l'une des plus grandes impostures du 21e siècle soit dévoilée à la face du monde. C'est par ces mots qu'Alain Foka, journaliste à Radio France Internationale et France 24, a commencé sa chronique consacrée au rôle du Rwanda de Paul Kagame dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, RDC, par le groupe terroriste rwandais M23 interposé. Voilà, ainsi avait commencé notre frère Patrick Mbeko son intervention sur sa page Facebook en live. Il continue, la charge est frontale. Eh bien, Alain Foka n'a pas hésité à mettre sur la table de la vérité et étouffer les rôles hautement déstabilisateurs joués par le Rwanda en RDC au cours de 20 dernières années. Il n'hésite pas non plus à remettre en question la rhétorique sécuritaire, la sécurité du Rwanda et des Tutsis vivants en République démocratique du Congo, constamment brandie par l'énigme Paul Kagame pour justifier sa politique du pire au pays de Lumumba, et bien la République démocratique du Congo. Ce que dit Alain Foka, continue M. Patrick Mbeko, dans sa chronique n'est pas une nouveauté pour tous qui s'intéressent aux événements qui ensanglantent la région des Grands Lacs depuis plus de 2 décennies maintenant. En l'écoutant, Patrick Mbeko s'est simplement dit une chose. Il a dit, je le cite, « Nous venons de loin, de très loin même. Par nous, Patrick, je pense à Charles Onana et à moi-même, mais aussi à Feu Pierre Payan, Lomzé, sage en Swahili. Nous qui avons eu l'autre équidance, selon le régime rwandais et ses turiféraires, pour ne pas dire le malheur de nous opposer frontalement à la version orthodoxe du génocide rwandais imposé au monde entier par un cartel médiatique et intellectuel occidental, acquis à la cause du Front patriotique rwandais, FPR de Paul Kagame, au début des années 1990. Fin de citation. Eh bien, il continue disant que, comme pour tout événement historique marquant la recherche de la vérité demeure une entreprise difficile, dans les cas de drames congolais et surtout rwandais, elle est davantage parce qu'il y a un malaise psychologique à accepter pour des faits aussi gravissimes, une lecture
historique et qui s'écarte de celle qu'on entend depuis près d'un quart de siècle. Celles et ceux qui s'aventurent, par exemple, à questionner la version convenue du génocide rwandais ont non seulement tort par défaut, mais ils se voient également offrir un aller simple vers le goulag virtuel des négationnistes et des révisionnistes, voire de complotistes. Alors, à M. Mbeko de se poser la question, que n'avons-nous pas entendu à notre sujet? Confrontés à des Africains, surtout ceux d'Afrique de l'Ouest, à l'esprit totalement pollué par la propagande du régime rwandais, relayée dans la presse mainstream occidentale, nous devions également composer en tant qu'auteur africain avec la mépris et la condescendance de certains universitaires et journalistes occidentaux persuadés de comprendre l'Afrique et ses réalités mieux que les Africains eux-mêmes. Nous avons accepté cela, dit-il. Les coups, les moqueries, la censure, voire les menaces ont longtemps été de nos meilleurs alliés. N'ayant aucun conflit d'intérêts dans le dossier du Rwanda, à la différence de certains universitaires, journalistes et militants de droits de l'homme occidentaux, occidentaux, et persuadés d'être du côté de la vérité, nous avons tenu bon, nous contentant de laisser le temps au temps. Et ce dernier semble dire son mot aujourd'hui. En effet, continue notre frère Patrick Mbeko, les masques sont tombés. Paul Kagame et son régime ont du mal à maintenir cette histoire mensongère écrite à l'ombre de la victoire militaire d'IFPR. Face au crime de masse commis en RDC et à la souffrance gratuite infligée au peuple congolais, le soutien de la première heure se pose des questions quand de nombreux Africains, bercés à la mamelle de la propagande rwando-occidentale, découvrent avec effroi le vrai visage de celui-là même et qu'une certaine presse et une certaine intelligentsia occidentale ont longtemps présenté comme les dirigeants modèles sur tous les continents africains. Fait à la fois surprenant et encourageant, nombreux sont les Africains qui se documentent sur la crise des Grands Lacs en recourant à nos travaux. Donc, leurs travaux en groupe, ce groupe-là qu'il a cité, il continue de dire que la tendance semble irréversible et le moins que l'on puisse dire, que le temps où des universitaires et des prétendus spécialistes occidentaux s'arrogeaient le monopole de la vérité sur le problématique africaine semble désormais révolu. Comme le préconisait le professeur Cheikh Anta Diop en son temps, les idéologues qui se couvrent du manteau de la science doivent se rendre compte que l'ère de la supercherie de l'escroquerie intellectuelle est définitivement dévolue, qu'une page est tournée dans l'histoire des rapports intellectuels entre le peuple et qu'ils sont condamnés à une discussion scientifique sérieuse, non escamotée dès le départ. Les dossiers du Rwanda et de la RDC en fait partie. Bref, les Africains retiendront de Paul Kagame ce qu'il est vraiment, en l'occurrence un criminel contre l'humanité et non ce qu'une certaine presse et certains universitaires ont voulu faire croire au reste du monde. Voilà, telle a été la déclaration de notre confrère Patrick Mbeko sur sa page Facebook. Et à moi d'ajouter mes propres commentaires, mes propres idées, vous dire ou bien rentrer une fois encore
à cette sagesse africaine qui nous dit que ne veut se mouiller qu'une oreille non sourde qui n'entend pas les grondements des tonnerres pendant les tornades. Paul Kagame s'entête et comme il en est sa coutume, quelques jours passés, il a encore manqué au rendez-vous de garder sa bouche fermée, comme il a toujours prospéré de blasphème contre la RDC. Il s'en est pris désormais à la communauté internationale, politisant ainsi la présence des réfugiés congolais sur le sol rwandais. Il a, en tout cas, délibérément menacé la communauté internationale. Il a menacé les réfugiés. Écoutez, ces captifs, parce que beaucoup de ces réfugiés congolais au Rwanda ne sont désormais que ces captifs. Parce que les camps des réfugiés congolais au Rwanda, en majorité Tutsi, ne sont désormais que de pépinières. Moi qui vous parle en personne, j'ai vécu dans un de ces camps et j'aurai le temps de vous narrer toute l'histoire qui se cache derrière ces pépinières de Kagame au Rwanda. Et je vais vous dire, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, qu'il n'y a pas de pire, je pèse mes mots, il n'y a pas de pire tribaliste que Kagame et sa junte. Depuis qu'il est au pouvoir, il a politisé l'ethnie Tutsi. Il a fait l'ethnie Tutsi de son cheval de bataille et voilà qu'il en a gagné au Rwanda et ainsi il veut contaminer ou bien il a déjà contaminé l'Afrique du Grand Lac et surtout l'Est de la République démocratique du Congo et surtout au Nord Kivu. Il manipule, il politise, il s'empare de la communauté Tutsi congolaise du Nord Kivu pour déstabiliser toute la région, brandissant la présence des FDLR au Congo, qui présenterait, selon lui, une grande menace pour son pays et aussi pour la communauté Tutsi au Congo. Une machination toute faite parce que, je n'ai cessé de le dire ici, que au gouvernement congolais, il se trouve, ce frères et sœurs, Tutsi dans toutes les institutions, donc depuis les basses institutions à la présidence. Nous avons des ministres Tutsi ou particulièrement rwandophones. Nous avons au rang des FARDC des officiers et d'ailleurs en majorité beaucoup plus que d'autres ethnies et tribus du Congo. On a beaucoup plus d'officiers supérieurs au rang des FARDC comme dans la police. Les Tutsis sont au Congo, sauf un petit nombre de quelques personnes, de quelques... Bah, ce n'est pas un petit nombre comme tel parce que selon les statistiques, il y en a au moins 74 000 réfugiés congolais sur le sol rwandais. Il vous souviendra que ces mêmes réfugiés dont Kagame menace et demande à la communauté internationale de les évacuer sur son sol, il y a quelques années passées, ils avaient organisé une manifestation. Ici, je parle du camp de réfugiés congolais de Kiziba, dans la province autrement appelée Kibouye. Ils sont descendus du camp de Kiziba dans la ville de Kibouye au bureau du HCR, demandant soit d'améliorer leur ration ou bien demandant la protection du gouvernement rwandais à les accompagner jusqu'à la barrière pour qu'ils rentrent chez eux, plutôt mourir chez eux que mourir de faim dans un camp de réfugiés au Rwanda. Leur sort en a été qu'il y a eu de pertes humaines parce que les policiers sont venus les attaquer et tuer à bout portant contre ces réfugiés, contre ces innocents, et d'autres
crépissent jusqu'aujourd'hui dans les prisons rwandaises, en l'occurrence le représentant choisi par, ou bien le président choisi par les réfugiés eux-mêmes au nom de Maombi. Je m'excuse, je ne sais pas quel serait son second nom, mais il est connu par son nom, par tous les réfugiés du camp de Kiziba. Il a été emprisonné depuis ce jour-là et jusqu'ici, aucune justice n'a été rendue à son sort. Et ainsi, profitons alors d'appeler la communauté internationale, d'appeler le HCR par son représentant à Kigali, de porter main forte et maintenant porter une plaidoirie positive pour que ces messieurs, avec tous les restes de ces réfugiés qui croupissent en prison juste parce que, à cause d'avoir exercé leur droit primaire, donc le droit d'expression, la liberté d'expression. Voilà, on a formulé contre eux du n'importe quoi comme crime commis par ces derniers. Alors, nous demandons à la communauté internationale, nous demandons au HCR de s'imposer pour que ces réfugiés trouvent liberté et qu'on les laisse, en tout cas, rentrer dans leur pays comme ils le veulent. Eh bien, voilà que moi, qui ai eu cette chance-là de vivre dans un de ces camps au Rwanda, je garde en moi, en tout cas, beaucoup de témoignages lesquels je vous partagerai dans les jours qui viennent. Sinon, nous connaissons bien que parmi ces réfugiés-là, il y a de ceux-là qui ont de passeports rwandais, de ceux-là qui ont des ID rwandais, je vais dire des identités rwandaises, les Indangamuntu du Rwanda. Eh bien, il vous retiendra que parmi ces réfugiés, il y a ceux-là qui sont venus au Rwanda à l'aube, n'est-ce pas, de la prise de Kigali par les forces APR de M. Kagame. Ils sont rentrés chez eux au Rwanda. Moi, j'ai vécu dans ces camps-là avec deux gens qui m'ont rendu leur témoignage disant qu'ils étaient rentrés chez eux. Ils s'étaient en majorité dirigés vers Kibungo en ces temps-là, et malheureusement à Kibungo, selon leur narrative, il y a eu de sorciers qui les ont attaqués, la vie leur a coûté cher, ils ne se sont pas intégrés comme ils étaient des réfugiés des 1959 au Congo, et alors beaucoup d'entre eux sont partis même réclamer des terres dans certaines régions, et ils se sont intégrés. Ceux-là qui n'ont pas pu affronter cette vie-là, ils étaient maintenant obligés de venir se positionner dans des camps de réfugiés. Et alors, écoutez, chers frères, certains de ces réfugiés-là ont des identités rwandaises. Ils ont des terres au Rwanda. Ils ont des patrimoines au Rwanda. Eh bien, ils sont donc au camp des réfugiés, mais ils sont aussi rwandais et ils sont aussi congolais. Ils pratiquent leur agriculture et leur élevage sur les sols congolais. Ils font des va-et-vient entre les deux frontières. Je dis bien entre le Congo et le Rwanda. Écoutez-moi, je pèse mes mots. Ces gens se trouvent dans la police rwandaise. Moi, je me garde, écoutez, cette faveur-là de ne pas encore citer leur nom. Et s'il en faut, le temps venu, je les ferai. Je les connais peut-être en centaines, mais croyez-moi, il y a ces soi-disant réfugiés au sein de la police rwandaise, il y a de ces soi-disant réfugiés dans l'armée rwandaise, et ceci ne va étonner personne. En l'occurrence, M. Laurent Kunda faisait partie de cette armée, M. Sultani Makenga faisait partie de cette armée, pour M. Bosco Ntaganda faisait partie de cette armée, pour ne citer que cela. Mais je sais aussi d'autres personnes avec lesquelles je pèse mes mots, j'ai vécu dans ces camps de réfugiés qui sont dans l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, certaines de ces personnes-là, certains de ces jeunes-là sont dans la garde rapprochée
la garde présidentielle. Et alors, quand Kagame menace la communauté internationale d'évacuer ses réfugiés sur son sol, il ne veut que politiser ces réfugiés. Et il vous souviendra que ces messieurs qui s'attaquent contre la communauté internationale, aujourd'hui, ils ont de ces réfugiés comme, n'est-ce pas, son cheval de bataille. Il y a quelques jours, passé le dossier en Grande-Bretagne, vous le connaissez bien, il y a un marchand, donc des réfugiés désormais entre le gouvernement rwandais et le gouvernement britannique. Il s'était convenu à un prix de, si je me souviens bien, de 140 millions de sterling. Donc, pour un certain nombre de réfugiés clandestins, dit-on, sur les sols britanniques, qui devaient être évacués vers le Rwanda pour un prix de 140 000 sterling par tête. Et maintenant, ces messieurs qui se disaient hier panafricanistes parce qu'il s'est déclaré avoir reçu des réfugiés qui sont venus de Libye. Il l'a aussi fait avec des réfugiés qui étaient venus d'Israël, je ne sais pas, patati patata, tel qu'il en a formulé dans ses déclarations arrogantes. C'est le même président Paul Kagame qui menace aujourd'hui d'attaquer le Congo. Et s'il vous plaît, Kagame dit, on ne peut jamais barrer une route à quelqu'un qui rentre chez lui. Bien sûr, il a raison, mais il faut voir comment il rentre chez lui. Je vais terminer par vous souvenir, messieurs, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs et auditrices, que le Congo, si au Rwanda il y en a 74 des réfugiés, au Congo, il y en aurait le quintuple, même 10 fois des réfugiés rwandais. Je ne cite que le Congo, pour ne pas dire de l'Ouganda, pour ne pas dire du Burundi, de la Tanzanie, du Malawi, Mozambique, en Afrique du Sud, en Zambie. Les réfugiés rwandais sont éparpillés partout sur cette planète. Et Kagame a encore manqué à son rendez-vous de garder sa bouche fermée. Eh bien, chers frères, auditeurs et auditrices, je vais m'arrêter par ici aujourd'hui et la suite de cet article dans les heures qui viennent. N'hésitez pas de nous contacter par notre page Facebook, mais je vous invite aussi de rester fidèle sur notre chaîne Ombe Nyamuombeza. Je vous demande aussi de cliquer le like, de partager cette émission et, n'est-ce pas, de vous abonner, vous qui ne l'avez pas encore fait, pour que nos émissions vous arrivent en direct sans autant aller le chercher par vous-même. Eh bien, merci d'avoir été avec nous dans cette émission et merci encore une fois de nous suivre dans les prochaines émissions. D'ici là, ciao.